installé pour l'hebdo des éditorialistes. À nouveau, bonjour. Au menu de ce plateau, le rapprochement FCBE-UPR-BR. Qu'est-ce qui se joue réellement? En effet, après des audiences successives accordées par Joseph Djogbeno, président de l'Union progressiste Le Renouveau, puis par les responsables du bloc républicain à une délégation de la FCBE, on se pose la question de savoir s'il s'agit de simples échanges républicains ou d'une stratégie de consolidation de la majorité. Et un mois déjà que le président de la République a été investi et on se rend compte qu'à chaque prise de fonction, les mêmes échéances reviennent en 30 jours, 100 jours, un an. Que signifient réellement ces critères? Peut-on juger une gouvernance, un mandat au bout de quelques semaines ou de quelques mois? Quels critères permettent d'évaluer objectivement un mandat? Et des sujets à discuter avec, bien sûr, des éditorialistes comme c'est de coutume sur ce plateau. Sylvanus Aïmanvo, bonjour. Bonjour chers consoeurs et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de E-Télé. Je précise que vous êtes journaliste. En face de vous, Omar Salouf, bonjour. Bonjour Maël, bonjour aux amis téléspectateurs de E-Télé. Également journaliste, chroniqueur d'épée du quotidien L'Express. Fidèle Sénan-Vaudonon, bonjour. Bonjour cher Maël, c'est un plaisir d'être là. Bonjour aux amis auditeurs et téléspectateurs de E-Télé. Et Sylvanus Aïmanvor, je vais démarrer par vous. Cette semaine, la FCBE a été reçue successivement par l'Union progressiste Le Renouveau, puis par le bloc républicain. Ces rencontres interviennent quelques semaines après le ralliement officiel du parti à la majorité présidentielle. Comment interprétez-vous ces rencontres de la FCBE et des deux blocs de la majorité? C'était une rencontre, je dirais, attendue, si on doit tenir compte du contexte, puisque cette rencontre intervient jusqu'après le ralliement à la majorité présidentielle. Donc il est donc de bon ton que cette rencontre soit initiée afin que les partis harmonisent certainement leurs points. Donc ce n'est pas une rencontre anodine. Ce qu'on va se demander, c'est qu'est-ce qui se prépare. Pour le moment, on ne sait pas encore qu'est-ce qui se prépare. Est-ce que ça va rester une simple rencontre ou bien il y aura un grand accord politique qui sera plus tard élaboré. Donc, dans les deux cas, nous ne saurons dire exactement ce qui se prépare, mais ce qui est déjà bien, c'est qu'on constate déjà l'instauration d'un dialogue entre tous les partis appartenant à la majorité. De la FCBE, justement, après les élections de 2026. Donc, c'est tout à fait normal que cette rencontre soit initiée. Maintenant, ce qui reste, c'est de savoir si ce bloc qu'ils veulent former aujourd'hui pourra apporter un impact, des résultats concrets sur les grandes décisions qui seront prises pour la gouvernance actuelle ou sur les réformes qui seront engagées. Ou est-ce que cela va rester simplement une simple rencontre? Je crois que c'est à l'aune de cela qu'on pourra juger de vraiment la pertinence de cette rencontre. Les jours à venir pourront certainement nous situer sur ce qui se prépare entre ces trois partis qui soutiennent désormais la majorité présidentielle. Merci à vous, Omar Salouf. Avant de se demander qu'est-ce qui se prépare réellement, déjà, vous avez apprécié comment cette rencontre après quelques semaines de silence? Alors, je crois que c'est tout à fait normal que la Force Courir pour un Bénin émergent se rapproche davantage de l'Union progressiste Le Renouveau, se rapproche davantage du bloc républicain qui sont jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, les deux plus grands partis de la mouvance présidentielle. Ces grands partis qui ont d'ailleurs traversé pratiquement tout le régime
du président Patrice Talon et qui ont permis ensuite l'élection du président Romeo Awadayi. La Force Cori pour un Bénin émergent, connaissant le rôle que ce parti a joué dans un passé récent et son ralliement à la mouvance présidentielle, doit certainement être dans une certaine attente. Les attentes sont participer de façon effective à la gestion du pouvoir d'État dès la prise de fonction du nouveau président de la République. Le nouveau président de la République, il a prêté serment, ça fait un mois déjà, et pour ceux qui connaissent les politiciens, un mois, ce n'est pas beaucoup, mais c'est également beaucoup pour des gens qui ont cette envie d'être cités parmi ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui sont appelés à servir aux côtés du chef de l'État. Donc, ce rapprochement peut signifier que vous êtes les plus grands partis de la mouvance présidentielle, donc vous êtes beaucoup plus proche du président de la République, du nouveau président de la République. Donc, nous passons par vous pour vous passer un message que vous allez transmettre au président de la République. L'autre chose, c'est que nous sommes dans un schéma où nous sommes embarqués pour un septennat. Un septennat où il n'y a pas d'élection, il n'y a aucune élection durant les 7 prochaines années pour restituer un peu la classe politique. Donc, la Force Cori pour un Bénin émergent entre aujourd'hui et 2033 n'a aucune possibilité de se repositionner à travers une élection. La seule possibilité, c'est d'aller de discussion en discussion pour se faire une place au soleil. Et pour se faire une place au soleil, il faut soit continuer à s'appeler Force Cori pour un Bénin émergent, soit décider carrément de se fondre à l'un ou l'autre des partis ou de se fondre aux deux partis en même temps. Quand je dis se fondre aux deux partis en même temps, c'est que il ne serait pas surprenant de voir, par exemple, une décision du parti dire que, bon, chaque militant est libre d'aller dans l'un ou l'autre des partis. C'est une option. Ou nous nous engageons, au vu des discussions que nous avons eues avec les responsables de l'Union progressiste Le Renouveau, nous nous engageons à faire chemin avec eux, ou au vu des discussions que nous avons eues avec les responsables du Bloc républicain, nous nous engageons à faire chemin avec eux. Donc, c'est dans tout ça que moi, je vois cette démarche initiée par les différents responsables pour se parler, au-delà du fait que dans une arène politique, les forces politiques doivent dialoguer, doivent se parler pour faire des propositions utiles. Merci. Alors, Fidèle Sénat-Vaudou, on va dire une coordination entre partis en griffe alliés. Oui, il ne pouvait en être autrement. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que la majorité présidentielle se raffermit avec donc l'entrée de Force Cori pour un Bénin émergent au sein donc de cette majorité, de cette mouvance, on va dire. Étant entendu que nous sommes en plein déjà dans ce que nous avons appelé la soudure politique, pour ne pas le nommer. Et donc, il n'est pas question d'une autre forme d'animation de la vie politique. Il s'est agi certainement d'échanges sur l'adhésion de FCBE, mais puisqu'il s'agit d'une nouvelle arrivée, il fallait pour FCBE de se rapprocher donc de l'UP, le Renouveau, du Bloc républicain, pour déjà s'enquérir, parce qu'il y a certainement un modus operandi au sein de la mouvance présidentielle, ce qui a certainement facilité la gestion donc, du pouvoir public, d'une part par le président Patrice Talon et depuis quelques jours, quelques semaines maintenant par le président Romeo Awadayi. Donc cela relève certainement d'une discipline de groupe et cette discipline-là, cette organisation-là ne s'est pas bâtie en silence. Il a souvent et certainement fallu que les différents acteurs se parlent. Donc moi je place cette prise de contact, cette rencontre sous cette dynamique-là d'échange déjà pour savoir comment ça fonctionne
et pouvoir se mettre justement dans cette façon de fonctionner pour ne pas s'écarter des mots d'ordre, donc des comportements à adopter au sein donc, de cette majorité-là. Justement, pour ne pas s'écarter, est-ce que la FCBE ne risque pas de perdre son identité au sein de la majorité? L'identité, me semble-t-il aujourd'hui, c'est celle qui se construit autour du président Romuald Wadaï. Je pense que c'est cette identité-là dorénavant. Et je ne voulais pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on le dit, pour commencer par déjà faire des projections sur une probable fusion, ceci, cela. Non, nous en sommes certainement encore loin. Mais je pense que l'identité aujourd'hui politique, l'identité politique qui se construit aujourd'hui doit pouvoir s'affirmer autour de la politique de gestion publique du président Romuald Wadaï, parce que vous savez très bien, le président Romuald Wadaï n'avait pas, en tout cas jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui, n'a pas, je peux le dire, de parti politique. Il a été porté par l'ensemble des partis de la mouvance d'antan, pour ne pas les nommer, l'Union progressiste, le Renouveau. Oui, j'en viens là, c'est pourquoi je parle d'antan. Du PLR, le Renouveau, du Bloc républicain et du parti du président Jacques Ayadi, Mouel Bénin, voilà, et qui ont pu accompagner ce processus-là. C'est vrai qu'en cours de chemin, on a vu un certain nombre d'acteurs, y compris du parti Les Démocrates, qui se sont ralliés donc à la dynamique. Et je pense que quand on regarde un peu toutes ces personnalités au sein de cette mouvance-là aujourd'hui, c'est tout à fait normal que les acteurs, les responsables de FCBE puissent se positionner, et ils ne pouvaient pas mieux se positionner qu'en prenant déjà langue avec ceux qui étaient déjà là pour savoir comment ça fonctionne. Pour ce qui concerne donc des positionnements stratégiques en termes de postes politiques et tout cela, dans tous les cas, ce n'est pas des questions qui se discutent devant les caméras. On en saura peut-être plus dans les jours, les mois à venir. Mais je pense que dans le dialogue des acteurs politiques, il était important pour la FCBE, étant nouvellement arrivé dans cet ensemble-là, de prendre langue avec les anciens pour se positionner. Merci. Et remarquez que la semaine dernière, on recevait en entretien un membre hiérarchique de la FCBE qui expliquait que le parti ne fusionne pas au sens littéral du terme avec la majorité. Bien sûr qu'elle est dans la majorité, mais elle apporte une nouvelle manière de penser, une façon un peu plus différente de faire les choses, d'accompagner l'action gouvernementale. Est-ce que vous pensez que à la longue, le parti ne va pas se retrouver, je viens à vous, Sylvanus Imonvor, ne va pas finir par perdre, pour répondre à la question posée tout à l'heure à votre confrère, perdre son identité dans cet ensemble-là, même si au départ, l'idée de fusion, de rapprochement est peut-être différente? La perte éventuelle de son identité peut s'imposer, hein. Les jours à venir, pour le moment, on ne saurait le dire. Il faut déjà s'interroger aujourd'hui sur la capacité de cette formation politique. Est-ce que c'est vraiment une formation politique de grande envergure? Nous savons tous que ce n'est pas le cas. Et donc, ce n'est pas selon moi, au regard des résultats issus des différentes élections qui ont eu lieu en 2026. Nous avons remarqué que FCBE fait partie des formations politiques qui ont réalisé de faibles scores. Donc, cette perte d'identité peut s'imposer plus tard, cela peut arriver plus tard parce qu'on ne connaît pas encore l'agenda du Bloc républicain et de l'Union progressiste, le Renouveau. Peut-être que plus tard, il sera peut-être question de fusionner tous les partis pour que nous ayons un grand ensemble, qui le sait, puisque les deux grands blocs-là ont travaillé et avec le président Patrice Talon, et aujourd'hui c'est le président Romuald Wadaï qui dirige
le pays. Il peut vouloir changer un peu les choses politiquement pour aller peut-être vers un plus grand ensemble. Donc, FCBE, tout dépendra évidemment de ce que ce parti apportera au sein de la majorité présidentielle. Si c'est un ralliement pour être un parti de plus soutenant les actions du chef de l'État, je crois que les différents chefs de parti du bloc républicain et de l'Union progressive, le renouveau, pourront apprécier en son temps ce qui est de la capacité de FCBE et jugeront s'il est nécessaire vraiment de leur permettre de maintenir leur identité ou de leur faire perdre leur identité afin d'avoir à part que la FCBE joue l'opportuniste. Bon, moi, je ne vais pas dire que FCBE joue l'opportuniste. Ça s'apprécie à sa juste valeur. Je crois que ça s'apprécie à sa juste valeur. On voit un peu comment ça se passe. Si c'est à cela, je dirais, si c'est juste pour glaner des postes politiques, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, nous sommes encore loin des prochaines élections. Donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est quoi? C'est de glaner quelques postes politiques et essayer de se maintenir jusqu'aux prochaines échéances. Donc, si c'est un ralliement d'opportunistes, je crois que les différents partis politiques pourront apprécier cela et les traiteront comme il se doit. Alors, Omar Salouf, à qui profitera alors ce rapprochement finalement entre la FCBE, l'UPR ou les deux blocs de la majorité? Alors, ça profiterait à tous si les conditions de ralliement sont clairement bien définies. Et ça profiterait à tous si l'engagement a été clairement pris par les uns et les autres pour aller ensemble. Maintenant, ça profiterait au prime abord à la FCBE, il faut le dire sans embâche, hein, à la FCBE qui va maintenant se retrouver dans un nouvel espace qui non seulement le conforte, mais lui permet d'atteindre certains objectifs, dont principalement la nomination à certains postes, la participation réelle à la gestion du pouvoir d'État. Ça profiterait également au patron de la mouvance présidentielle actuelle si, dans son agenda, il a envie de voir toutes les forces unies autour de sa personne, autour de son idéologie, autour de sa vision pour le Bénin. Maintenant, ça profiterait aussi aux différents partis UP et BR si, entre aujourd'hui et 2033, il y avait des élections, il y avait des échéances qui vont mettre à l'épreuve les différents candidats qui devront travailler pour se faire une place, pour se faire élire. Aujourd'hui, nous sommes dans une trêve politique qui montre clairement que les partis politiques n'ont autre chose à faire que d'animer l'espace politique de cette façon-là, que de faire des propositions, ils n'ont autre chose à faire que d'exister. Comme ça, d'abord, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale vont jouer leur rôle à travers les députés. Les partis politiques qui ont des conseillers et des maires vont jouer leur rôle à travers ces conseillers et les maires. Donc, si ça doit vraiment profiter à quelqu'un, en premier, ça doit être la FCBE qui va forcément trouver un nouveau rempart, un nouveau drapeau, je vais le dire ainsi, pour se repositionner dans la grande mouvance présidentielle. Maintenant, on dit ça, mais ça peut ne pas être, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut ne pas être une option de fusion, puisque peut-être on est encore loin de cela. Mais dans tous les cas, la FCBE n'a pas intérêt à rester tranquille. Elle a tout intérêt à se faire entendre, à montrer qu'elle est là, à montrer qu'elle a rallié la mouvance présidentielle et qu'elle a envie de participer
à la gestion du pouvoir. Pour montrer tout ça, c'est qu'il faut entamer ces dialogues-là, c'est qu'il faut engager cette discussion pour ne pas paraître finalement inexistant. Merci à vous, Fidèle Sénat Vaudounon. Si la FCBE gagne en partie à travers ce rapprochement, que gagne alors la majorité à s'allier à elle? Je pense que la question reste ambivalente et à mon sens parce que d'un côté, il faut dire que la FCBE n'a pas grand-chose à vendre pour rester vraiment, vraiment ferme sur la position. Quand vous observez en fait les derniers résultats de différentes échéances électorales, vous verrez que la FCBE n'est pas trop loin d'un parti comme LD aujourd'hui, puisque FCBE n'a ni maire, ni député à l'Assemblée nationale en l'état actuel des choses. Et quand on est parti politique aujourd'hui, dans notre contexte politique, pour ne pas le répéter, il faut forcément tabler sur ces indicateurs-là. Et en l'état actuel des choses, la FCBE n'a pas à s'imposer en se basant, en tablant sur ces indicateurs-là. C'est vrai que quand on regarde un peu en arrière, on a vu un parti qui ne s'est pas trop braqué contre la mouvance, qui ne s'est pas trop braqué contre la gouvernance du président Patrice Talon. Par exemple, on a vu que le parti a même su, pour les dernières échéances électorales, gérer un rapprochement stratégique qui a permis à leur candidat, à leur duo de candidats de participer à l'élection présidentielle. Je pense que ce n'est pas rien dans le palmarès du parti. Mais ça reste toujours pas encore des étoiles, peut-être quelques lueurs à accrocher au parcours du parti. Mais nous sommes en politique, il faut bien plus que ça pour pouvoir en imposer à son vis-à-vis. Je ne suis pas forcément dans le secret des dieux. Il y a peut-être eu des échanges qui aujourd'hui permettent aux autres partis de la mouvance présidentielle de tirer quelques profits de ce rapprochement, parce qu'on le dit chez nous, en politique, il n'y a pas de soustraction, il n'y a pas de division, il faut toujours compter avec l'addition et la multiplication. Donc ça fait toujours du bien de savoir qu'on a du monde qui s'ajoute, même si en termes de comparaison, ce n'est pas si significatif que ça. Donc moi je pense que c'est d'abord le parti FCBE qui fait des pieds et des mains pour se positionner. C'est tout à fait normal. Et j'estime bien qu'il ne pouvait en être autrement, parce que les conditions de participer aux prochaines... Ne pouvait-il pas se vivre sans forcément... C'est là où j'en viens, parce que ce n'est pas évident pour les conditions de participation aux prochaines élections dans 7 ans. Ce n'est pas évident. Vous connaissez les questions de parrainage, vous connaissez les questions de quotas, de ci et de ça. Et quand vous n'avez aucun élu, vous ne pouvez que compter justement sur un certain nombre de collaborations, de partenariats avec les partis qui en ont. Donc je pense que, comme dirait Omar Salf tout à l'heure, dans une certaine mesure, le parti FCBE a beaucoup à gagner, bien évidemment en comptant sur la bonne foi, la bienveillance de ses vis-à-vis, en l'occurrence l'Union progressiste, le Renouveau ou le bloc républicain. Donc dans un cas comme dans un autre, celui qui est en position de demandeur, c'est bien le parti FCBE. Et quand on tient compte donc des rapprochements, des derniers rapprochements donc de ce parti de la mouvance présidentielle, ça pourrait peser dans ce que les anciens partis de la mouvance auront bien envie de leur offrir. Et ça, c'est certainement les jours et les mois à venir qui pourront nous édifier là-dessus. Sinon, nous sommes en politique. Il n'y a pas vraiment de cadeau tout donné. Il faut certainement se battre. Et puisque nous sommes encore très loin de 2033, ils ne perdent absolument rien, les responsables du FCBE, en commençant déjà par prendre des dispositions, puisque qui voyagent loin, le ménage ça monte. C'est certainement ça la stratégie. Et Sylvanus Aïmavo, quelle image ou quel rôle vous pouviez peut-être donner à la FCBE à travers la majorité? Quelle pourrait être, sa nouvelle fonction? Il revient au parti FCBE de démontrer qu'il peut s'intégrer à la majorité présidentielle et le démontrer pas déjà de sa capacité à faire des propositions
des suggestions ou des recommandations sur des réformes engagées pour le développement du pays. Et le rôle qu'il pourra jouer dépendra évidemment de ce que décidera les deux partis, UP Le Renouveau et l'UBR, que la formation politique FCBE a rejoint. Donc, fondamentalement, il faut qu'ils montrent leur proactivité au quotidien. Il faut que les deux parties notent véritablement que ce n'est pas un ralliement de plus, mais plutôt nous avons affaire à des gens brillants, des gens qui ont des propositions concrètes pour aider le pays à avancer, des gens qui peuvent, de par des analyses ou des projections, aider le chef de l'État à améliorer sa gouvernance. Donc, tout dépendra évidemment de leur combativité, de leur proactivité et de leur capacité à être utile à la majorité présidentielle. Sans quoi, à un moment donné, on peut peut-être estimer que ce n'était pas un ralliement opportun et peut-être les mettre sur le carreau. Beaucoup de choses ont été déjà faites. Les deux partis dont nous parlons, UP Le Renouveau et le Bloc républicain, ont eu un parcours que nous savons, ont eu le temps de se consolider. Et FCBE, le parti FCBE qui vient les rejoindre, doit aussi travailler à prendre ses marques au sein de cette formation présidentielle. Que dites-vous de l'annonce du départ? C'est vrai que ça n'a pas encore été, on n'a encore rien d'officiel, mais du départ de Paul Ronquet. Bon, c'était déjà dit, ça avait été annoncé qu'il allait quitter le parti. Ailleurs, c'est une question d'honorabilité. Quand vous allez aux élections et que vous avez réalisé un faible taux, vous pouvez juger vous-même au regard de ce résultat de quitter le parti, de quitter simplement la tête du parti, et pas quitter totalement le parti, de quitter la tête du parti et laisser d'autres personnes gérer le parti. Maintenant, quel est l'agenda de Paul Ronquet? Moi, je ne saurais le dire. Est-ce qu'il y a eu des... je ne sais pas, ça veut dire un dit politique qui a été en temps fait au lendemain des dernières élections, au point qu'il souhaiterait aujourd'hui quitter le parti? Est-ce qu'il sera peut-être au Sénat? Je ne sais pas. Ce sont des interrogations. Seul le temps pourra le dire. Le secret bien gardé. Oui, c'est Paul Ronquet. Il a son agenda. Il sait pourquoi il veut prendre telle ou telle décision. Si on a l'impression que la FCBE joue la carte du mystère autour de tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, le départ de Ronquet, le rapprochement, au final, qu'est-ce qui se joue? Marcelo. Alors, ce qui se joue, c'est que la FCBE a cette envie farouche de ne plus jouer le rôle qu'on lui connaissait. Les responsables du parti ont maintenant envie de s'affirmer totalement et complètement en tant que membre d'une mouvance présidentielle. Et de ce fait, il faut donner des signaux, il faut montrer carrément qu'on est prêt à faire le travail. L'autre chose, c'est que je crois qu'avec la décision de se rallier à la mouvance présidentielle, avec la décision de Paul Ronquet, il faut le préciser, qui n'a pas quitté le parti, mais qui a quitté la tête du parti. Si peut-être, entre-temps, il va notifier qu'il quitte définitivement le parti Foscori pour un Bénin émergent, il le dira. Mais pour le moment, avec la succession de ces événements, je pense que leur destin se joue maintenant entre les mains du premier responsable de la mouvance présidentielle, qui est M. Romeo Awadahi, qui devra dire, alors, au vu de ma vision, au vu de ce que j'ai constaté lors de la campagne électorale, lors des différents soutiens
que j'ai eue, au vu de tout ça, je mets la FCBE à tel endroit. Sans vouloir vous couper la parole, juste pour compléter, hein, c'est un petit rappel, la FCBE, le membre qui a été interrogé en entretien disait que la FCBE pourrait aussi peut-être, pourquoi pas, former une autre association avec tous les mouvements de soutien lors de la campagne. C'était une alternative qu'ils avaient posée ce jour. Voilà. Donc si le président Romian Wadaï dit par exemple, mais si le président Romian Wadaï met FCBE quelque part, elle restera là. De toutes les façons, elle a envie d'être au sein de la grande mouvance présidentielle. Si le patron de la mouvance présidentielle décide quelque chose, ce sera fait par rapport à la FCBE. Il ne faut pas oublier que si la FCBE dit par exemple qu'elle a envie de donner un autre son de cloche au sein de cette grande mouvance présidentielle, ça me rappelle un peu l'attitude d'un certain Jacques Ayadi avec son Moël Bénin qui, à un moment donné, voulait montrer une petite différence dans les prises de parole, dans les prises de position au sein de cette même mouvance présidentielle qui semblait être investi particulièrement dans la cause de la jeunesse. Jacques Ayadi et Moël Bénin ont joué ce rôle-là durant les années précédentes. Et donc la FCBE aussi peut se mettre dans ce rôle tout en étant appelé, tout en étant, tout en étant partie intégrante, je vais le dire, de la mouvance présidentielle, tout en ayant des responsables à un certain niveau, à un certain poste de responsabilité de l'appareil étatique. La FCBE peut jouer beaucoup de rôles, mais je continue de dire que le dernier mot, ça revient au patron de la mouvance, parce qu'il ne revient pas à un président de parti comme l'Union progressiste, le Renouveau, de mettre FCBE dans l'appareil étatique. Il ne revient pas à un parti comme le Bloc républicain de positionner FCBE ou un responsable de parti d'un autre parti dans l'appareil étatique. Ça revient du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui dira en son temps là où il faudra mettre le parti ou les responsables de parti pour que tout se concrétise. Il ne faut pas oublier non plus que pour un parti politique qui n'a pas d'élus, qui n'a pas de représentants dans les sphères de décision, on a malheureusement constaté qu'il suffit de contenter le premier responsable ou quelques responsables pour que le parti politique sorte communiqué sur communiqué pour dire avec véhémence qu'il soutient les actions du chef de l'État. Donc, si ça se fait comme ça aussi pour les responsables de parti, on nous dira que FCBE en a eu pour son compte, oubliant qu'il y a une grande masse de militants qui sont laissés pour compte et que, bon, ce n'est que les responsables qui ont été appelés et donc ils parlent au nom des militants, ils mangent au nom des militants. Merci, Fidèle Steno. C'est la chute de qui me fume, comme on le dirait dans l'autre jargon. Non, je pense qu'il y a quand même une cohérence à identifier dans la posture du parti FCBE, c'est que nous sommes en train d'oublier quand même le fameux accord de gouvernance qui a permis au parti de prendre part aux dernières élections, que ce soit, je crois, législatives et présidentielles, puisque les élections législatives et communales étaient couplées. Donc, il y a que nous n'avons pas une idée précise du contenu de cet accord. Et quand je regarde un peu la façon dont les choses évoluent aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a un certain nombre d'aspects qui nous échappent, évidemment, puisque nous ne sommes pas dans le secret de ce qui est mis dans cet accord de gouvernance-là. Mais je dis donc que ça relève d'une certaine cohérence, parce que si nous avons pu prendre l'angle pendant que nous étions dans des positions opposées, aujourd'hui que nous sommes ensemble, conséquence peut-être des contenus, des clauses de cet accord-là, eh bien, c'est tout à fait normal que nous puissions maintenant discuter de la suite donc, du parcours. Ce qui n'étonnera donc évidemment pas que des responsables, des cadres du parti FCBE se retrouvent en telle ou telle position, d'autant plus qu'il y a un accord en amont qui a permis aux uns et aux autres d'aller aux dernières élections. Et une fois les élections terminées, on a vu
la position exprimée clairement de FCBE en faveur donc du président Romuald Wadaï et de toute la mouvance présidentielle. Et à partir de ce moment, même si la FCBE ne se positionne pas d'égal à égal avec les autres formations politiques déjà présentes au sein de cette mouvance-là, les FCBE ont quand même leur petite place pour le fait qu'ils ne sont pas si nouveaux de chez nouveaux au sein de cette mouvance-là, d'autant plus qu'ils avaient déjà pris langue avec les acteurs majeurs avant maintenant d'intégrer pleinement et publiquement donc la mouvance. Je voudrais revenir, je l'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'on a vu quel type d'opposition le parti FCBE a été ces 10 dernières années. Ça a été quand même des acteurs d'opposition bien mesurés, qui n'étaient pas modérés, mais qui n'étaient pas très loin de l'idéal politique porté d'une part par le président Patrice Talon et depuis quelques jours par le président Romuald Wadaï. Donc moi, à mon entendement, c'est tout à fait normal que le parti se retrouve dans ce positionnement. Ça m'amène à modérer ma sentence dans mes dernières prises de parole parce qu'ils ne sont pas véritablement des inconnus au bataillon, comme on pourrait le dire, parce que d'une façon ou d'une autre, il a fallu des discussions pour signer un accord de gouvernance en son temps. Donc aujourd'hui, si le parti prend ses dispositions, prend ses contacts au sein donc de cette mouvance-là, c'est tout à fait compréhensible et les jours à venir, on verra certainement quelles pourraient en être, j'allais dire, les conséquences. Ce que je dirais, pour conclure sur la question, c'est que dans un cas comme dans un autre, c'est le parti FCBE qui a beaucoup à gagner. Quant à l'agenda personnel de l'ancien candidat malheureux, Paul Roumpé, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris totalement son destin politique en main et sa démission, pour ma part, est un acte politique fort dont nous saurons certainement les implications les jours à venir. Merci. Alors, pour conclure, Sylvanie Yimova, on dira rien à perdre pour la majorité, tout à gagner pour la FCBE. Bon, des deux côtés. Des deux côtés. Bon, je crois que FCBE a plus à gagner que l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain qui ont déjà leur ancrage depuis des années et ont leur méthode de travail. Donc, FCBE, on ne peut que lui souhaiter bon vent et beaucoup de courage parce que en politique, c'est aussi un griffe la jungle. Donc, il faut savoir se défendre. Et voilà, 30 jours, 100 jours, 1 an, mesdames et messieurs, ces échéances rythment désormais presque systématiquement les débuts de mandat des dirigeants. Elles donnent lieu à des bilans, des critiques ou des satisfecits. Alors, Omar Salouf, d'où vient déjà cette tradition des bilans que nous avons l'habitude de faire? Le président Wadaï a été investi il y a déjà 1 mois, quelques jours maintenant. Et bon, on avait parlé des 10 premiers jours, des 2 premières semaines, 1 mois déjà. Pourquoi tant de bilans, même si ce n'est pas présidentiel à n'importe quel mandat? Alors, on avait parlé du tout premier jour. Il faut pas l'oublier parce que c'était le tout premier jour où tout le monde attendait de voir le premier gouvernement et puis ça a été fait. En réalité, ça veut dire simplement que quand le président de la République, quand un mandat commence, le compte à rebours est lancé. Et quand un mandat de défi comme celui du président Romuald Wadaï commence, le compte à rebours est encore plus... il y a une attention beaucoup plus particulière sur ce compte à rebours-là parce qu'on a envie non seulement de le voir dans une certaine dynamique, mais aussi de le voir prendre des initiatives, faire des choses qui vont émerveiller, s'engager sur des terrains qui autrefois étaient presque impossibles et tout. Avec les comptes, 1 semaine, 10 jours, 1 mois et tout, c'est en quelque sorte pour rester tout le temps en état d'alerte
par rapport à la gestion qui se fait. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens où on a envie de voir les réussites s'enchaîner. On a envie de voir les succès jour après jour. Il n'est pas superflu de rappeler, par exemple, que aussitôt après la publication du premier gouvernement, la même semaine, le président a entamé une tournée sous-régionale qui l'a porté dans plusieurs capitales ouest-africaines. C'est un succès que la postérité, qui sera enseigné à la postérité pour dire quand il a prêté serment, les 7 jours qui ont suivi, il a fait ci, il a fait ça. Et le futur président, le prochain président, je vais dire, le prochain président, son successeur, aura cette pression-là de faire en sorte que ces premiers jours soient gravés dans le marbre. Que ces premiers jours se passent par des actions qui, pour le commun des Béninois, soient des choses qui émerveillent tout le monde. Parce que nous savons tous l'attente qu'il y avait avec cette frontière fermée du Niger. Nous savons tous l'attente qu'il y avait par rapport à cette urgence, à ces urgences sanitaires qui mettaient beaucoup de familles en détresse. Cette action qu'il a posée, c'est dans un bref délai, c'est une démarche qui montre que les tout premiers jours sont des jours où il faut donner le ton de son mandat, qu'il faut donner le ton de son septennat ou de son quinquennat, ça dépend. Et donc, il faut montrer clairement qu'on est venu pour montrer pour imprimer un nouveau modèle de gestion, même si il est l'émanation d'un système politique qui a dirigé le pays pendant les 10 dernières années. Je crois que ces comptes-là, ces comptes à rebours-là sont en réalité pour susciter un certain espoir, pour exprimer un certain espoir du peuple de voir que les succès doivent s'enchaîner le jour après jour. Voilà. Au-delà d'une satisfaction légitime, d'une attente légitime du citoyen, est-ce que ce n'est pas trop une sorte de médiatisation autour des jours qu'on attribue à un mandat? C'est peut-être les réseaux sociaux qui ont donné cette hyper-médiatisation-là. Sinon, on avait l'habitude de n'être focus que sur les 100 premiers jours, le plus souvent. On dit les 100 premiers jours de mandat, le plus souvent. Mais chacun étant libre maintenant, dans la limite des réglementations de la loi, chacun étant libre de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, on voit, ça fait 10 jours, ça fait 11 jours, ça fait tel nombre de jours. Je crois que tout ça, c'est pour toujours exprimer l'espoir, c'est pour exprimer les attentes des populations. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le président Roméo Wadaye, en prenant le pouvoir, avait cette conscience qu'il avait beaucoup de choses à régler. Son prédécesseur a fait ce qu'il a pu, mais lui, en tant que, même si ils sont nés de la même famille, même s'ils sont des jumeaux siamois, le président Roméo Wadaye aura envie d'imprimer sa marque. Et connaissant cela, les citoyens ont envie que chaque jour qu'il pose un acte, qu'il n'oublie pas que les jours passent en fait. Parce que quand on dit 30 jours aujourd'hui, c'est pour rappeler au président que voilà, ça fait un mois, est-ce qu'il a déjà fait telle ou telle autre chose? Donc c'est pour lui rappeler chaque jour que... non mais lui-même en prenant le pouvoir, il sait que la pression est énorme. La pression est incommensurable, donc il doit s'attendre à ce que le peuple lui mette cette pression-là au jour le jour, jusqu'à ce qu'il dépose le tablier. Voilà. Alors, Fidèle Sena Vodouno, mais ces délais ont-ils une réelle valeur d'évaluation? Je ne parlerai pas en termes d'évaluation, je parlais beaucoup plus en termes de redevabilité. Vous savez, c'est une thématique en vogue aujourd'hui, de par le monde, et plus particulièrement au Bénin. Et cela n'exclut aucun acteur de la vie publique, et plus encore le président de la République, le maire de la commune,
vous savez, le ministre, j'ai oublié le ministre du gouvernement, parce qu'il y a un aspect des choses que je voudrais souligner quand on parle déjà de bilan de 100 jours, que le bilan de 100 jours du président de la République, par exemple, ne sera que la somme des bilans de chaque département ministériel, de chaque ministère sectoriel, réunis donc autour de l'action du président de la République. Donc chaque ministre reste redevable à cette échelle sectorielle-là, et c'est la somme qui permettra au président de la République donc justement de réussir les bilans sur cette échelle de 100 jours, de 1 an, et ainsi de suite jusqu'à atteindre donc le mandat. Alors ce n'est pas quelque chose de superflu. Donc je pense que ça rentre en ligne de compte avec la redevabilité que tout acteur de la société, je ne voudrais pas parler des gouvernants, je parle beaucoup plus pour le citoyen, voudrait s'approprier pour s'enquérir de l'évolution du mandat qu'il a confié au président de la République et au ministre à travers le président de la République, au maire à travers le conseiller qu'il a été avant d'être donc désigné maire. Donc c'est un exercice qui devrait en réalité être pris pour la routine. Cette routine que aujourd'hui nous devrions essayer de nous approprier de façon à ce que les gouvernants comprennent un peu les attentes des populations. Et pour revenir au cas d'espèce, c'est-à-dire pour les 30 premiers jours, si on peut le dire ainsi, du président Romuald Wadaï, vous avez pu observer que l'homme n'a pas attendu d'avoir à rendre compte forcément dans cette dynamique de redevabilité à l'échelle mois ou une semaine avant de se mettre à l'œuvre. Et je pense que c'est cela en réalité le sens même de cette redevabilité. Quand l'élu lui-même est déjà habité par cette pression douce, cette obligation de faire le job pour lequel il a bataillé, il a fait campagne, il s'est préparé pour le job, donc il montre qu'il s'est véritablement préparé pour le job. Et cet exercice trouve encore son sens dans le fait qu'aujourd'hui, m'alignant peut-être sur le vœu du président Patrice Talon qui estimait que c'est fini pour les aventuriers politiques et qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir être préparé pour le job. Et bien, pour une première fois dans l'histoire, pour le dire ainsi, eh bien, on a un président qui a été préparé pour le job. Et c'est tout à fait normal que l'évaluation, si vous l'appelez ainsi, se fasse tous les jours, même s'il le faut. Mais ce qui est rassurant est qu'on est en face d'un président de la République qui sait exactement ce qu'il a fait. Est-ce que la pression citoyenne ou médiatique ne serait pas trop en déphasage avec le programme d'action du gouvernement? Si en 100 jours, on se dit que voilà, telle chose n'est pas encore faite, alors que c'est prévu. Je pense qu'à l'état actuel des choses, ce n'est même pas encore ça. Ce n'est même pas encore ça. Si ce n'est que ma lecture des choses, si on devrait évaluer l'action du président Romuald Wadaï en l'état actuel des choses, je pense qu'il serait déjà bien au-delà de la moyenne. Bien au-delà de la moyenne. Ce qui prouve que l'homme était vraiment préparé pour le job et préparait véritablement l'affaire avant d'accéder au pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un président élu, le jour même déjà de sa prestation de serment, soit déjà en train de prendre des audiences. Le lendemain, organise déjà ses sorties dans la sous-région sur des dossiers aussi sensibles comme l'ouverture de la frontière. Oui, mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous avons affaire à quelqu'un qui est préparé pour. Nous avons affaire à quelqu'un qui a la carapace, qui sait exactement ce qu'il a à faire. Quand vous regardez la façon dont le budget, chez Gadiel dit sur une de nos émissions ici, a été remodelé pour faire donc cette loi de finances que nous avions observé, dont nous avons observé le vote dernièrement, vous comprenez que l'homme savait exactement ce qu'il avait à faire. Et sans même aller dans les projections de rupture avec son prédécesseur, il est resté quand même aligné sur la dynamique. Et moi, j'estime qu'il ne pouvait en être autrement, puisque lui-même qu'il a d'ailleurs dit qu'il y a un avantage à la continuité, c'est qu'on peut commencer là, ici et maintenant. Et je pense que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc pour moi, sans pour autant me mettre à la place du président de la République, ce n'est nullement une pression. On a affaire à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a fait et comment il faut le faire.
Merci, Sylvanus Imova. Pour quelqu'un qui n'est pas un sprinter comme le président de la République, Romia Wadagne, par exemple, et qui doit sentir peut-être la pression, ou bien finalement, quels critères doivent vraiment permettre de dire, voilà, en tel nombre de jours, en tel nombre d'années, voilà, telle chose a été faite? Au premier abord, je voudrais d'abord souligner que ces décomptes ou comptes à rebours sont très importants parce que vous voyez déjà 30 jours, quand on dit 30 jours, c'est déjà pour mesurer la méthode du président de la République. Donc, et on a vu avec le président Romuald Wadaï, quand il a démarré sur le chapeau de roue, et on note également que certaines décisions déjà prises sont en parfaite cohérence avec les promesses qui ont été faites lors de la campagne électorale. Donc, les 30 jours nous permettent déjà d'évaluer cet aspect-là. Alors, après, on va maintenant vers les 100 jours, où maintenant, on va jauger de sa capacité à transformer les annonces qui ont été faites dès la prise de pouvoir en actes. Donc, cela aussi est important. Et quand nous bouclons une année, c'est clair, il faut mesurer là maintenant les premiers effets des réformes qui ont été engagées. Et puis, au bout du septennat, on va faire le bilan, voir l'impact de ces actions sur la vie socio-politique et économique du pays, l'impact de ces actions sur le quotidien du Béninois. Je ne dirais pas qu'il y a une certaine pression qu'on exerce, que les Béninois exercent sur le président Romain Wadaï, parce qu'il a eu le temps de se préparer, il a eu le temps de nourrir des réflexions sur ce qu'il a à faire pour le pays pendant les 7 prochaines années. Vous avez vu, après les élections présidentielles, il a eu quelques jours pour préparer tout ce qu'il doit faire. Donc c'est normal qu'on le sent aujourd'hui comme, c'est-à-dire un chef d'État qui est pressé de bien faire, qui est pressé de traduire en acte les promesses qu'il a tenues. Donc il n'y a, je ne dirais pas qu'il y a une certaine pression. Il nous a dit qu'on ira plus loin ensemble. Je crois que c'est dans cette dynamique qu'il est aujourd'hui, et le peuple aujourd'hui a un certain engouement parce que on a compris que le Bénin, on a vu, nous avons tous constaté que notre pays a connu des progrès ces 10 dernières années, et le souhait de l'ensemble des Béninois, c'est que cela se poursuive sur la même lancée. Le président Romain Wadaï incarne parfaitement cette dynamique, et il reste à espérer qu'il ne s'essouffle pas avant la fin du septennat. C'est vrai, il est jeune, il est dynamique, et c'est tout un avantage pour lui, mais aussi pour nous autres qui sommes des concitoyens. Donc, on espère qu'il veut vraiment nous amener loin, et qu'ensemble, nous aussi, nous allons l'aider à nous amener à le faire. Nous allons l'aider à nous amener loin, sans qu'il ne s'essouffle avant la fin du septennat. Alors, très rapidement, pour bouquin d'année tout le temps, faut-il privilégier une lecture sur l'ensemble du mandat au lieu de faire les décomptes? Non, on ne peut pas privilégier, on ne peut pas croiser les bras et dire qu'on va faire le compte au bout de 7 ans. Ce qui vient renchérir, ce qui vient conforter ce que je viens de dire, c'est que dans les grandes démocraties, ce n'est pas que des comptes comme ça. Il y a l'élection de mi-mandat, par exemple, dans un pays qu'on appelle les États-Unis, pour jauger un peu le président de la République dans ses politiques, dans ses options pour le mieux-être des citoyens. Donc, c'est vrai que nous, on a un septennat, on n'a pas d'élection de mi-mandat et tout, donc on ne peut que utiliser cette décompte-là pour rappeler au président de la République qu'il a une certaine obligation. Donc c'est à ça, en réalité, où servent ces décomptes-là, c'est pour rappeler au président de la République qu'il a des engagements, il a des responsabilités, il a cette pression des citoyens qui ont envie que les problèmes soient résolus au jour le jour. Merci.
vous. Alors, on mesure quoi vraiment? C'est-à-dire que nous sommes en pleine trêve politique et la redevabilité, ça doit être au jour le jour. Et c'est ce qui se fait. Alors, merci à vous et nous en arrivons ainsi à la fin de cette séquence du dimanche, c'est politique. L'hebdo des éditorialistes consacré au décryptage de l'actualité politique et institutionnelle au regard des confrères journalistes et éditorialistes. Merci à vous Sylvanus Aïmovo, merci à vous Omar Salouf, fidèle Sénat Vaudonon, merci. Et merci à vous chers téléspectateurs. Et on va se dire à dimanche prochain.